Ok, bonjour à tous. Bienvenue une fois de plus sur Mathexam. Oh, n'est-ce pas, les mathématiques ne sont pas un problème pour nous. Bon, aujourd'hui, nous allons un peu nous intéresser sur le plan physique des coordonnées sphériques. Mais sauf que nous allons utiliser les notions mathématiques pour essayer de comprendre les coordonnées sphériques. Donc, je vous invite à être très patient, très méticuleux et aussi être très attentif. Et par la même occasion, je me permets, n'est-ce pas, justement, de saluer, d'envoyer un grand remerciement, n'est-ce pas, au fondateur de l'École supérieure d'ingénieurs et management d'Afrique centrale, au ministère, d'envoyer un grand remerciement au promoteur de Escocam, qui est, n'est-ce pas, une école de cours de langue d'allemand pour, n'est-ce pas, converger ou alors se projeter, propulser vers les études supérieures ou alors vers un emploi futur en Allemagne. Sans plus tarder, entrons dans les coordonnées sphériques. Ce promoteur, bien évidemment, ces promoteurs, je vais donner directement le nom, l'ingénieur Jean Web, qui est le promoteur de l'ICIAC, et par la même occasion, l'ingénieur Thierry Rocard, qui est également un promoteur très grand enseignant de mathématiques, comme moi d'ailleurs, c'est lui qui m'a formé. Voilà, preuve, jusqu'à présent, il n'y a pas encore preuve de bug. Donc, par la même occasion, nous pourrions être en mesure de dire que si je suis au sommet, il est au sommet du sommet du sommet. Vraiment, il est au sommet du sommet du sommet. C'est un puissant. Bon, allons directement à ce qui nous intéresse. Comme je l'ai dit, on va d'abord représenter le repère cartésien. Ici, je ne vais pas dire X comme on a l'habitude de dire. Je vais dire ça, c'est la composante suivante I, la composante suivante J, la composante suivante K. Je vais définir un point M quelconque de coordonnées X, Y et Z appartenant au plan. J'ai mon origine du repère. En coordonnées sphériques, un point est déterminé par sa distance par rapport au repère fixe. En fait, c'est ça le référentiel, les référentiels classiques qu'on a l'habitude de manipuler. C'est-à-dire le repère cartésien, le repère symétropolaire, le repère polaire. En fait, la position de l'objet est déterminée par rapport à la référence, c'est-à-dire par rapport à l'origine du repère fixe. Contrairement à la base de Fresnel ou alors à l'abscisse curviligne, où on est amené à déterminer la position de l'objet à le suivant. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il avance, on le poursuit. Mais ici, on est là, on observe l'objet, on observe sa distance par rapport à la référence pour pouvoir le positionner. C'est un peu comme ça que les coordonnées sphériques fonctionnent. Donc ici, on va attribuer un vecteur ER. Et ce vecteur-ci, donc, vu que c'est, comme on a dit, c'est une sphère. Du coup, c'est une sphère. Étant donné que c'est une sphère, elle a des déviations. Si je dis ça, c'est le plan qui passe par le sommet. Ça, c'est le plan qui passe par là. On voit bien qu'il y a un plan qui passe par ici. Ça, on a bien un plan qui passe là, qui coupe cette figure ici. Qui coupe cette figure ici. C'est ce plan I. Et là, c'est K qui passe directement par le pôle nord, le pôle sud de la pôle. Et par la même occasion, si on regarde bien la position d'un point M quelconque, on voit bien que sur le projet là, il décrit quoi? Un angle. Par la même occasion, par rapport à cet axe, il décrit également un angle. C'est pourquoi on va parler de deux angles. Nous aurons donc ici ce point M sur le projet ici. Il va décrire, n'est-ce pas, un angle que je peux appeler phi, qui va varier suivant tout le disque, parce qu'il peut être là, il peut être là, il peut être là. Ça veut dire que ça tourne autour du disque qu'on va appeler l'angle phi, va parvenir à 0,2 pi. Maintenant, cet angle-ci, on voit bien que s'il est là, il ne peut varier autour du K. Ça veut dire que c'est soit en haut, soit en bas, soit en haut, soit en bas, soit il est là, soit il est là. Quelle qu'en soit la position, c'est toujours comme ceci.
On va donc voir que ça va définir cet angle-ci, si je l'appelle, n'est-ce pas, θ. Θ, bien évidemment, va varier de 0 à pi. Ok. On a trouvé les valeurs. Et R, vu que c'est une sphère, elle va partir, si elle est là, c'est de 0 jusqu'à l'infini. Jusqu'à l'infini. Jusqu'à l'infini. Bon, maintenant, observons. Vu que notre ER se déplace par rapport à la déviation θ, ça veut dire que quelque part, il y a une composante tangentielle par rapport à cette variation θ. Et cette variation tangentielle-là, on va l'appeler Eθ. Et par rapport à phi, si j'ai ce point-ci, si j'appelle ça le point petit m, on est d'accord que ce petit m-ci également sera dirigé, si je vais dans le même sens. Notons que ce R ici suit cet axe. Et là, c'est un angle ici. On va donc ici, si j'ai mon, je peux appeler ça quoi? Je peux appeler ça, disons n'importe quoi, un U. Et ici, comme évidemment, U va roter, va se déplacer suivant la rotation vide. Ça veut dire qu'il va avoir, comme c'est une composante radiale, il y aura une composante tangentielle par rapport à phi. C'est pourquoi on va parler ici de phi. Maintenant, n'oublions pas un paramètre très important. Le paramètre très important, c'est lequel? C'est le suivant, c'est que K, ER, U appartient au même plan. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le repère, si je prends ce point-ci, ce vecteur-ci, ER, on voit bien que avec E θ, ER et θ appartiennent au même plan. Mais sauf que ER et K également appartiennent au plan. Et si je veux faire le plan ER, K, on voit bien que ce plan-ci, si je le coupe avec celui-ci, le projecteur orthogonal de celui-ci va appartenir à cet axe. Par l'occurrence, U qui est donc sur cet axe, ER qui est cet axe, et K appartient au même plan. Ça veut dire qu'il y a une correspondance par rapport à ce état entre U, ER et K. Ça veut dire que je peux estimer ER en fonction de U et en fonction de K. Oui. Or, U, je peux l'estimer en fonction de qui? En fonction de I et en fonction de J. Oui. C'est logique. C'est très logique. C'est très logique. Donc, ici, l'idée, ce n'est pas de comprendre cela. L'idée, c'est de manipuler, n'est-ce pas, justement, déterminer les éléments de longueur, les éléments de surface et les éléments de volume. Et l'élément de volume. Oui, parce que la seule représentation dans l'espace Rn qui peut être matérialisée sur le plan physique, c'est la 4 dimensions qui est l'espace-temps. Mais sauf que le temps ne sera pas représenté ici comme un vecteur dans le plan. On ne peut que matérialiser l'espace sur le plan physique. Est-ce qu'on se comprend? Le temps est abstrait. C'est-à-dire qu'on ne le représente pas, mais on le prend en considération. Oui. C'est pourquoi le mathématicien peut travailler, n'a pas de limite d'espace, mais contrairement, le physicien a une limite d'espace. Ok. Avançons. Ici, par la suite, nous allons travailler sur le déplacement élémentaire. Ok. Si on prend le point M, on sait que la position OM sera donnée par X porté par I, plus Y porté par J, plus Z porté par K en coordonnées cartésiennes. Mais sauf qu'en coordonnées sphériques, ce dernier, vous voyez que la position de M sera toujours diligentée, OM sera toujours collinéaire à ER, quelle qu'en soit la position de M. OM sera toujours collinéaire à ER. Ça veut dire que OM est égal à un certain lambda ER dans la notion de collinéarité. Bon, maintenant, observons qui est donc ce lambda. Ce lambda représente quoi?
ER est un vecteur unitaire. Ça veut donc dire que pour qu'il y ait correspondance entre ces deux en termes de nombre, il faudrait donc que la norme de OM soit égale à la norme de celui-ci. Or, la norme de OM, c'est quoi? C'est la distance entre R et R. Du coup, on va donc que la norme de OM est égale à la norme de lambda de R, ce qui va faire dire que OM, qui est en peu égal à R, est égal à la lambda. Du coup, on va donc dire que ceci va nous donner R, R. Voilà ça. On a les coordonnées, on a D, on a E. Maintenant, si on essaie donc maintenant de s'intéresser au déplacement élémentaire. Le déplacement élémentaire, le déplacement élémentaire sera D, R, ER. D'accord? Ce sera DR, ER. Bon, maintenant, vous voyez donc, avant de revenir vers la projection, observons quelque chose. Cette distance-ci, elle-même représente quoi? On a vu que cette distance était R. Ici, nous avons un angle de θ. Ça veut dire que comme ça, c'est le projecteur orthogonal. Comme N, c'est le projecteur, N', c'est le projecteur orthogonal et M sur cet axe. Ça veut dire que N', est parallèle au K, à l'axe K, aux Z, si on veut. Si on disait X, Y. On va donc que N est parallèle au Z. Et comme les deux sont parallèles, ça veut dire que cet état, c'est le voici ici. Et comme cet état le voici ici, cette distance ici représente quoi? Comme ça, c'est un projecteur orthogonal, ça veut dire qu'à ce niveau-ci, on a quoi? On a un angle. On a un angle droit. Ça veut dire que on a quoi? On a θ, ça c'est le côté opposé. Ou l'hypoténuse. Ça veut dire que le sinus θ, c'est quoi? C'est cette distance qu'on veut sur R. Ça veut donc dire quoi en l'occurrence? C'est cette distance R, sinus de θ. R, sinus θ. Voilà ce qu'on a. Est-ce qu'on est d'accord? Ok. On peut continuer. Étant donc d'accord, ça veut dire que l'élément infinitésimal en réalité représente quoi? Premièrement, la variation du rayon DR, ER, plus R et ER. Maintenant, DER, la variation de DR est comment? On voit bien que ER, lorsqu'il varie, lorsqu'il se déplace, RR va dépendre de quoi? De θ et de phi. La position de ER est en fonction de qui? Parce que si je positionne mon R maintenant là, on voit bien que ER sera maintenant à ce niveau, on aura un autre θ, et si je fais le projecteur orthogonal là, on aura un autre phi. Donc en l'occurrence, ER varie suivant θ et suivant phi.